OK. Je vous présente donc section 3 hein, pour électromagnétisme. Donc, on va parler de transformateurs, des lignes euh, des transformateurs et lignes de transport et qui gagnent, qui gagnent euh, la guerre des courants et pourquoi. Et aussi, on va parler euh, aussi, des différentes sources de puissance électrique. Okay. On fait peut-être un rappel rapide des slides précédentes, juste très, très, très rapidement. Donc, un aimant va générer un courant dans une bobine. On appelle ça de l'induction. Il y a une résistance, pas en ohm, là, je ne parle pas d'une résistance électrique, je parle d'une résistance au mouvement. C'est donc une conservation de l'énergie, tout simplement. Étudiez bien le diagramme que vous voyez ici, être sûr d'être capable de trouver la direction et le pôle. Allez essayer ça. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup de savoir ça. Donc, si tu veux savoir s'il y a une force sur un fil, tu regardes si les deux champs se rencontrent, si les deux champs électriques se rencontrent. Si oui, attirance, c'est comme un aimant. Si c'est les mêmes sens, ça se repousse. Donc, ça explique pourquoi le fil ici va descendre s'il a du coup. OK? Allez essayer ces questions-là. Donc, les générateurs, ça, c'est plus un rappel. On va parler de ça. On va parler de ça. On va utiliser des commutateurs. C'est pour permettre la rotation. Ça change la polarité de l'électroaimant pour permettre de continuer le mouvement. OK. OK. Donc, ça résume grosso modo ce dont on va parler ici. Bon, premièrement, donc, on va parler des différents types de centrales. Bon, peut-être j'aurais dû mettre ça ici en premier. Je l'ai pris sur un site. Ça serait peut-être logique de le mettre en premier, ça ici, en fait. On va le mettre ici. Donc, tout ce qu'il faut pour faire de l'électricité, du AC comme on a dans nos prises, il faut une énergie mécanique pour faire tourner. Là, faites attention, moi je l'ai appelé un générateur, mais c'est complètement fair. Souvent, on va appeler ça aussi un alternateur. Ça dépend du contexte. Et pour faire tourner notre générateur, notre alternateur, il faut une turbine quelconque. Et on s'entend, il y a toujours des pertes. Hein, ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Il y a toujours des pertes. Donc, une énergie primaire, on va utiliser pour faire tourner quelque chose, comme une hélice, une turbine. Et ensuite, ça entraîne juste par désolé pour le bon français, là, avec le shaft, ça va communiquer son énergie mécanique à l'alternateur qui, lui, va convertir en énergie électrique. Donc, on a des conversions ici. On s'entend, c'est jamais parfait. C'est de la perte en chaleur, etc. Ça, c'est le genre de travail qu'un ingénieur dans l'industrie, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de minimiser les pertes. Des gros calculs pour arriver à maximiser le rendement énergétique. Donc, très rapidement, vous lirez ça plus en détail, mais dans le cas d'une centrale thermique, on utilise quelque chose qu'on brûle pour chauffer de l'eau, devient de la vapeur qui entraîne la turbine. C'est ce que vous voyez ici. Donc, ça peut être du charbon, du pétrole, du gaz. Et ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus commun qu'on pense. Désolé.
Et, donc, même en Ontario, dans les périodes piques, en demande électrique, on brûle du gaz naturel pour combler le manque. En Alberta, et c'est, je ne connais pas par quand, je suis pas Alberta, mais on était là l'été passé et on les voit là, elles sont pas rares, j'en ai vu quelques-unes, des centrales électriques, et eux, ce qu'ils font, parce qu'ils, comme ils disent là-bas, we're sitting on the stuff, hein, ils ont du pétrole en dessous des pieds à peu près partout. Non, ça m'attend, merci. Et eux, ce qu'ils brûlent pour faire l'électricité, c'est le gaz naturel, beaucoup. Ils en brûlent beaucoup. Québec, Ontario, Québec, c'est pratiquement nul, que je sache. Encore une fois, les chiffres vont peut-être changer, mais au Québec, c'est très hydroélectrique. Donc, avec l'eau. Centrale nucléaire, même idée. Ici, on ne le brûle pas. C'est une réaction, on consomme. Une drôle de réaction. Essentiellement, ils mettent les tiges d'uranium près l'une de l'autre dans de l'eau lourde. Il y a des raisons scientifiques à ça. Et ça se met à devenir extrêmement chaud, ce qui nous permet de faire de la vapeur d'eau, qui va permettre, c'est le même schéma, donc il va faire tourner la turbine pour faire tourner le moteur hydroélectrique. C'est simple, on en a une très grosse à Niagara Falls, right? Ça, c'était la première centrale à faire du océan au monde avec le système de Tesla. C'était la compagnie Westinghouse qui commanditait tout ça en 1895. Vous l'avez vu dans les informations. Le Québec, c'est un champion de ça. La Chine aussi, maintenant. La Russie, je crois aussi. Les pays scandinaves aussi. Les éoliennes, c'est évident. Donc, elles, c'est le vent qui font tourner. Et ensuite, encore une fois, ça fait tourner l'alternateur. Donc là, déjà, je pense à plein de questions hein, avec ce que je vois. Donc, vrai ou faux, il n'y a jamais de perte dans aucun transfert mécanique pour créer de l'électricité. Évidemment, c'est faux, etc. Ou si tu dirais ça plus en détail. Les récents, plus en détail, ça parle plus renouvelable, non renouvelable. Donc, non renouvelable quand on brûle ou qu'on perd l'élément de détente. Au Canada, on en fait un peu de ça. Je ne connais pas assez bien. Je ne sais pas où c'est fait. Donc, c'est un sujet, là, tu pourrais me donner un bonus sur ça si ça t'intéresse. Je sais qu'on peut brûler des résidus quelconques. Donc, on prend des déchets au lieu de juste les perdre. On peut les convertir en énergie. Le problème de tout ça, par contre, ça crée des gaz à effet de serre. Donc, on retourne ici. Le centrale nucléaire, pratiquement pas de gaz à effet de serre. Évidemment, les centrales thermiques, ça produit des gaz à effet de serre, c'est évident, ça brûle, on crée du CO2 et quelques autres. OK. Donc, rappel, je vous lirai ça, un beau site de la compagnie Cummins, d'une grosse compagnie dans les gros générateurs, et qui résume bien comment on fait de l'électricité d'urgence, par exemple. Eux se spécialisent là-dedans. Là. Donc, on voit bien que ça tourne, ça fait tourner quelque chose. OK, donc finalement, on tombe à notre prochain sujet, les transformateurs. Va nous permettre de répondre en tandem à la question pourquoi c'est le système de Tesla qui a gagné la guerre des courants. C'est en bonne partie à cause des transformateurs. Ce n'est pas la raison majeure. Donc, ça, c'est pas une bonne idée de s'assurer. C'est des transformateurs qui sont cachés en arrière dans ces boîtes-là. Ceux qui en ont dans leur quartier, si tu passes à côté, tu peux les entendre, ça tourne, ça fait beau quand c'est en fonction. Ça, c'est parce que l'électricité qui se convertit fait vibrer. Donc, on l'entend. Comment ça fonctionne? Donc, c'est des fils. J'avais des images plus loin.
Ça ressemble à ça quand on en ouvre un. C'est des fils simplement enroulés et qui sont encore une fois isolés. Vous vous souvenez, on en avait parlé pour les bobines. Euh, c'est la même chose. Je vais l'écrire. Il faut les isoler. Les fils sont isolés. Isolés l'un de l'autre. Et ça, en fait, quand ça ne l'est pas, c'est une cause de bris. Le transfo arrête de fonctionner, ça fait un short. Donc, c'est pas un problème. On revient. Ici, donc on parlait. Donc, la formule qu'il vous faut savoir, c'est celle-ci. Je vais vous faire un exemple maintenant. C'est pas très complexe. Ça ici, c'est juste pour vous faire voir à quel point les tensions sont hautes. On en avait parlé avec les oiseaux, right? Et c'est ça que les transformateurs permettent. C'est qu'on fournit un voltage, valeur quelconque, on peut faire monter le voltage, et quand on est arrivé à destination, on réutilise un autre transformateur qui, lui, va être à l'inverse, qui va abaisser la tension pour arriver à nos voltages dans nos maisons à 120 et 240 volts. Moi, comme je l'ai dit, évidemment, je t'avertis, on ne va pas essayer ça, dire Brodeur a dit que c'est pas dangereux, c'est pas vrai. Par erreur, en travaillant sur des choses, j'ai par erreur touché du 120, j'ai jamais touché du 240. Mon père dit que lui, il l'a fait une fois par erreur. Ça fait mal. Okay? J'ai été chanceux, donc oui, ça aurait pu être très dangereux. Mais je pense qu'on s'entend pourquoi c'est pas du, du 345 000 volts qui est dans nos maisons, right? Si on touchait ça par erreur, on serait fini ça serait en millisecondes, là, OK? Donc ça, c'est une raison importante pourquoi on est à 120 et 240 dans les maisons. 240, ça, c'est pour le four et la sécheuse particulièrement. OK? Donc, on appelle les transpos. J'ai juste mis des images, désolé pour l'anglais, il y a beaucoup de meilleures ressources. Les ressources sont excellentes en anglais, vous le savez comme moi. Là. Donc, quand les ressources sont bonnes, je me permets de les mettre en anglais. Là. Quand même, on vit en Ontario, donc c'est pas la fin du monde si on a quelque chose en anglais. Ici, même chose, des belles images, on le voit autour d'Ottawa. OK. Donc, pourquoi le système de Tesla avec les transports a gagné? C'est majoritairement, c'est les transports qui l'ont permis, mais c'est pour éviter le problème suivant, c'est que sur les lignes de transmission ici, en faisant monter le, je devrais dire une autre chose avant, on prend le transport et qu'on fait entrer, on va aller à l'image ici, quand je fais entrer un signal dans un transport, vous voyez, il n'y a aucun fil qui touche le fil rouge ici à droite. Et donc, je fais entrer un signal à gauche et j'ai un signal qui va sortir à droite avec un ratio. C'est carrément un multipliant, un multiplicateur. On s'entend, un multiplicateur, je peux multiplier par un ratio plus petit, une fraction. Et donc, je peux me ramasser avec des voltages diminués d'un côté ou de l'autre. Ce qui reste constant d'un côté ou de l'autre, ça, il faut absolument le savoir, c'est le wattage. Donc, le wattage à l'entrée est égal au wattage à la sortie. Et si on se souvient, là, je n'irai pas parce qu'elle est loin, mais le wattage, c'est volt fois ampère. Je l'ai écrit ici. OK? Donc là, puis on a le primaire et le secondaire. OK? C'est comme ça, primaire, secondaire. C'est important parce que des fois, on va le voir VP pour primaire, VS pour secondaire. Okay? Le calcul est vraiment pas complexe pour ça. Il y a des exemples aux pages ici. Je vais vous en faire un dans quelques secondes. Moi, je vais juste amener l'explication. Ah, tu sais quoi, peut-être ça serait une bonne idée de commencer l'explication. OK. Donc, je partage l'écran sur la tablette. On va le voir bientôt. Je vais juste confirmer. Ça sent bien. Super. Hey.
ici. Je fais un nouveau. OK. Donc, on va avoir le symbole qu'on utilise, et là, ça va vous aider à comprendre pourquoi le symbole électrique, le schéma, c'est oui, le schéma électrique ressemble à ça, avec une autre bobine de l'autre côté. Des fois, on met les deux lignes ici, c'est pour indiquer que c'est un cœur en fer. Bon, ça voilà. OK, la formule, on l'a réécrit. Donc, ça ici, c'est le primaire. Je peux peut-être zoomer là-dessus. Le secondaire. Je vais peut-être aussi dire le in, le out, tout simplement. Là. Ça fonctionne complètement de l'identifier comme ça. Notre formule, V 1 sur V2 égale N1, N2 est égal aussi à I2 sur I1. Donc, le N égale le nombre de spires. Très simple. Si on a à l'entrée, là, je simplifie, là, si on fait un transport avec 4 tours, je pense que j'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4, j'en ai fait 5. OK, 5. On va dire ici 5. OK? Et qu'on ait à la sortie 10, vous devrez être capable de faire ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va nous donner un ratio 5 à 10. OK? Une chose importante, j'oublie si je l'ai dit tout à l'heure, un transpose, ça ne fonctionne pas sur du DC. Ça ne peut pas fonctionner. Impossible. Ça fonctionne sur du AC. Donc, du DC, on se souvient, c'est un signal qui est constant, mais du AC fait une sinusoïdale comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Ça ne peut pas être du DC, ça fait rien. Ça va juste faire peut-être une étincelle là. Il y aurait quand même possiblement un usage, mais c'est vraiment pas généralisé. Et donc, on fait un exemple rapide. Donc, si j'ai 10 volts AC, c'est quoi mon voltage ici? Donc, je te laisse penser. Je vais regarder mes formules. Donc, le N, c'est le nombre de spires. Right? Donc, comment je fais pour trouver mon voltage à la sortie? Je veux juste connecter. Donc, je peux réécrire la formule. N1 sur N2. Je cherche V2. Donc, je vais l'amener là, puis je vais amener mon N2 ici. Je vais donc échanger ces deux-là. Ça va me donner, V2 égale, je vais parler trop vite, V1, N2 sur N1. Right? Et mon N2, c'était 10. Donc, 10 volts. Bon, je peux laisser faire le V. Fois 10, divisé en 5, divisé en 100, divisé en 5, ça me donne 20. Est-ce logique? Oui, parce que j'ai doublé le nombre de spires, donc ça monte le voltage. Donc ici, j'ai 20 volts en C. L'inverse serait vrai avec le courant. Donc là, ce qui se produit, disons que j'ai 10 volts qui rentrent ici. On va juste prendre des chiffres ronds. Là. On va dire qu'ici, j'ai 1 ampère qui passe dans la bobine. Right? C'est 2 bobines ici right, qui sont séparées. Est-ce que vous pouvez deviner ça va être quoi mon courant ici à la sortie? Je laisse penser. Le wattage reste constant. Right?
le wattage reste constant. Donc, le watt in était 10 volts fois 1 ampère égale 10 watts. Mon watt à la sortie doit être 10 watts, mais j'ai 20 ampères. 20 volts, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ici? Donc là, c'est l'inverse. Il faut que je diminue, right? Donc, j'ai monté mon voltage fois 2. Donc, ici, il faut que je fasse une division par 2. Donc, fois 1,5, ça donne 0,5 ampères. Et ça revient à 10 watts. OK? Donc, c'est le topo. Ça vous donne une idée générale. On va juste terminer la slide ici. Je vais juste voir est-ce que ça bouge. Oui. Donc, dans nos appareils électroniques de la maison, nos ordinateurs, ton amplificateur, ta télé, ton Blu-ray, ton PS4, je sais pas, on est rendu à quoi, le PS7, je pense. C'est pas les autres exemples. Tous nos appareils électroniques, à peu près à 80%, 90%, à l'intérieur, ils sont en DC. Et donc, les transfos, ce dont on vient de parler, qui permettent de monter ou faire descendre le voltage, on les utilise dans nos appareils électroniques pour le convertir en DC. Donc, mon ordinateur fonctionne avec une batterie. Donc, pour charger, il me faut du DC. Dans la classe de tech, c'est pas pour vous. C'est pour ça que je l'ai laissé plus loin. Si ça tente, c'est pour intérêt. Vous allez voir ici, c'est un circuit que je leur fais apprendre comment convertir du AC à du DC. Le genre de circuit de génie électrique. Très simple. Hein? Mais tu vois ici, on a un transfo. Et donc, ça nous permet de passer de 120 volts à, disons, ben, on avait justement un transfo ici. Et là-dedans, ici, si tu n'ouvres pas ça, là, mais si tu l'ouvrais avec des outils, là, tu verrais un transfo là-dedans. OK? Donc, on le voit bien. Il y a une entrée. Et ensuite, ça sort en DC. Et donc, il y a un circuit comme je viens de montrer. Donc, ce genre de circuit-là est comme présent autour de nous. OK? OK? Je vais juste passer au tour. Est-ce qu'on a tout dit? C'est pas mal complet, là. Je n'ai pas parlé ici des panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires donnent du DC, on en avait parlé. Et donc, un des gros défis là, avec la transition qu'on essaie de faire pour s'éloigner des gaz à effet de serre, de production de gaz à effet de serre. Donc, on se ramasse à utiliser de l'eau, right? Comme au Québec. Comme au Canada, le Québec a été absolument un leader pendant longtemps. Il est encore, que je sache. Et le problème, c'est comme par exemple les éoliennes, ben, quand il n'y a pas de vent, ça ne fait pas beaucoup d'électricité, right? Et l'eau, ben, c'est pas impossible de commencer à manquer d'eau dans un réservoir. Ça arrive. L'Hydro-Québec, par exemple, il faut qu'il fasse attention à la quantité d'eau. Il monitorent ça très attentivement. Et c'est ça le problème, c'est que une transition vers les énergies vertes, c'est pas évident parce que plusieurs des méthodes sont intermittentes. Il y a toujours du vent. Ça ne produit pas beaucoup d'électricité par rapport à la densité. Il faut des milliers d'éoliennes pour générer, je ne connais pas bien les valeurs, mais une petite centrale hydroélectrique, ça doit être l'équivalent d'un grand champ d'éoliennes. Il faudrait faire le calcul, ça serait intéressant. C'est sûr que ce n'est pas 10, là, ça c'est officiel. Ce n'est pas 1 million d'éoliennes, mais ce serait vraiment plusieurs. Ce serait gros, grand. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Là? Et donc, les panneaux solaires, c'est le même problème, évidemment. Là. Au nord, durant l'hiver, tu peux presque pas faire d'électricité solaire avec le solaire. Et donc, c'est pour ça que très récemment, on a reparlé d'aller vers le nucléaire parce que ça nous permet de générer de l'électricité à volonté quand on en a besoin. C'est
pour ça, l'Ontario, on est choyé avec ça. Mais bon, il y a des gens qui... Il y a quand même un danger, c'est réel, avec les centrales nucléaires. Mais bon, si c'est bien managé, c'est correct. Les centrales thermiques, vraiment, ça, c'est à éviter. Et vous voyez, je suis un spécialiste, mais je sais qu'en Chine particulièrement, et dans les pays moins développés, on carbure essentiellement à la centrale thermique. Beaucoup, beaucoup de charbon, beaucoup, beaucoup de gaz naturel et de pétrole. Ben, on s'entend, ça, c'est pas des bonnes façons. Donc, on essaie de transitionner pour s'éloigner de ces méthodes-là, avec bonne raison. Mais le défi, c'est que j'ai l'impression qu'on entend tout le temps à la télé puis dans nos classes qu'il faut transitionner au vent et aux panneaux solaires. Ben, moi, je dis, wow, minute. Parce que dans la réalité, si vous demandez aux ingénieurs, aux gens qui sont sur le terrain, la transition est beaucoup plus complexe qu'elle n'en l'air. Et il ne faut pas se leurrer. Là. Ça va prendre des années et il va falloir faire des choix sages. Donc, actuellement, je trouve qu'on est un peu, on réalise pas, je pense, socialement en général, le coût et le défi de vraiment aller que, par exemple, vers des éoliennes et le solaire. C'est pratiquement, c'est pas très réaliste. Pour être vraiment honnête, je suis loin d'être un spécialiste, mais quand même, je dis suffisamment de choses. Évidemment, en agrémenter la production d'électricité d'éoliennes et de solaire, c'est une bonne chose. Mais prétendre qu'on va être capable de faire que ça, c'est vraiment se leurrer, parce que si on essaie ça, ce qu'on va arriver, c'est qu'on risque de se ramasser avec des, comme ils l'ont connu en Europe, par exemple, très récemment, là, des blackouts en rotation, des endroits qui n'ont pas d'électricité pendant des heures, parce qu'il faut donner l'électricité à d'autres régions du pays. Parce qu'on a voulu faire une transition trop rapide, mal calculée, sous prétexte que c'était une meilleure idée que de mieux planifier ça. Donc, je vous invite juste à garder ça en tête. Ça vaudrait la peine d'en rediscuter. OK, donc ça fait le tour. Ça fait le tour. J'ai bien tout. OK, bien, bonne étude. Et le cartable je vais ajouter quelques petits détails ici et là. Assurez-vous de vérifier. OK, bonne étude.